Imagine un instant que tu te retrouves assis dans un fauteuil confortable, une tasse de thé entre les mains et que quelqu'un frappe doucement à ta porte. Cette personne entre et s'assoit en face de toi et te dit avec une douceur sincère, tu sais, il y a des choses que tu peux laisser tomber maintenant. Des choses qui t'ont peut-être bien servi pendant des années, mais qui aujourd'hui te pèsent plus qu'elles ne t'aident. Est-ce que tu l'écouterais? Est-ce que tu serais prêt à entendre ce message? C'est exactement ce que je voudrais faire avec toi aujourd'hui. M'asseoir à tes côtés dans ce silence bienveillant que j'aime tant et te parler de quelque chose d'important. Quelque chose qui concerne cette période de la vie que l'on atteint après 65 ans et qui est si souvent mal comprise, si souvent mal accompagnée. Je suis Christophe André, psychiatre, auteur et depuis de nombreuses années quelqu'un qui essaie de comprendre comment les êtres humains peuvent vivre mieux avec plus de paix, plus de sens, plus de légèreté. Et ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, ce n'est pas une liste de conseils médicaux, ce n'est pas un programme à suivre à la lettre, c'est quelque chose de bien plus intime que cela. Je veux te parler de 6 choses que beaucoup de personnes continuent de faire après 65 ans sans même s'en rendre compte des habitudes, des réflexes et des façons de penser ou de se comporter qui ont peut-être été utiles à un moment donné mais qui aujourd'hui freinent leur épanouissement, leur joie, leur paix intérieure. Et ce qui m'intéresse profondément, c'est ce que ces comportements révèlent de nous. Parce que derrière chaque habitude que l'on maintient, il y a une histoire, il y a une peur, il y a un besoin. Et comprendre cela, c'est déjà commencer à se libérer. Je pense à une femme que j'ai rencontrée dans mon cabinet il y a quelques années. Elle était à la retraite depuis 3 ans et elle me disait avec une tristesse douce dans les yeux, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens encore coupable de me reposer. Comme si je n'avais pas le droit, cette phrase m'a beaucoup touché parce qu'elle résumait quelque chose que j'observe très souvent chez les personnes qui entrent dans cette deuxième partie de la vie. Une difficulté à se donner la permission d'être simplement sans produire, sans justifier, sans prouver. Et je crois que c'est là que tout commence. Dans cette difficulté à se permettre d'exister autrement qu'on ne l'a toujours fait. Alors si tu as plus de 65 ans ou si tu approches de cet âge ou même si tu as quelqu'un dans ta vie qui traverse cette période, je t'invite à rester avec moi pendant cette heure. Pas pour recevoir des ordres, pas pour te sentir rouger, mais pour réfléchir ensemble avec cette bienveillance que nous nous devons mutuellement et peut-être trouver quelques clés qui t'aideront à vivre cette période avec plus de liberté, plus de légèreté et une joie plus authentique. Commençons doucement, comme on entre dans une conversation importante, avec respect, avec curiosité et avec l'intention sincère de prendre soin de toi. La première chose dont je veux te parler, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font sans même s'en rendre compte, c'est ce que j'appelle la comparaison constante avec le passé. Cette tendance à mesurer chaque moment présent à l'aune de ce que l'on était, de ce que l'on faisait, de ce que l'on pouvait accomplir il y a 20, 30 ou 40 ans. Je connais un homme, appelons-le Bernard, 70 ans, ancien ingénieur, quelqu'un de brillant, d'actif, qui avait dirigé des équipes importantes toute sa vie. Quand il est venu me voir, il était dans un état de découragement profond. Et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit « Je ne suis plus l'homme que j'étais ». Et il le disait avec une douleur réelle, sincère. Comme si ne plus être l'homme qu'il était à 50 ans représentait un échec, comme si vieillir était une forme de déchéance. Et je lui ai posé une question simple, mais qui veux-tu être aujourd'hui? Il m'a regardé un peu déstabilisé, parce que cette question, il ne se l'était jamais posée. Il était tellement occupé à regarder en arrière, à comparer, à mesurer la distance entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu, qu'il n'avait jamais pris le temps de se demander ce qu'il pouvait devenir maintenant. La comparaison avec le passé est l'un des pièges les plus subtils et les plus douloureux de cette période de la vie. Et je veux t'expliquer pourquoi, parce que comprendre le mécanisme, c'est déjà s'en libérer un peu. Notre cerveau, par nature, est un organe qui cherche des repères. Il aime comparer, mesurer, évaluer. C'est une fonction qui nous a été très utile pendant toute notre vie active. Comparer nos performances d'une année sur l'autre, mesurer nos progrès, s'évaluer si nous avancions dans la bonne direction. Mais quand on entre dans cette deuxième partie de la vie, cette même fonction peut se retourner contre nous, parce que les paramètres changent, le corps change, les capacités changent, les priorités changent. Et si on continue d'appliquer les mêmes critères d'évaluation, on va inévitablement se sentir un déficit. C'est comme si tu essayais de mesurer la beauté d'une forêt en automne avec les mêmes critères que ceux que tu utilisais pour admirer cette même forêt au printemps. La forêt en automne n'est pas inférieure à la forêt au printemps. Elle est différente, elle a une beauté propre, une richesse propre, une profondeur propre. Mais si tu t'obstines à chercher les fleurs du printemps dans les feuilles d'automne, tu vas passer à côté de quelque chose d'extraordinaire.
Ce que je te propose, c'est d'arrêter de te mesurer à ce que tu étais et de commencer à te demander avec curiosité et bienveillance qui tu es aujourd'hui, quelles sont tes forces actuelles, qu'est-ce que tu as appris que tu n'avais pas à 30 ans, quelle sagesse as-tu accumulée, quelle liberté as-tu gagnée? Parce que oui, il y a des choses que tu faisais mieux avant. Peut-être que tu courais plus vite, peut-être que tu mémorisais plus facilement, peut-être que tu avais plus d'énergie physique. C'est réel et je ne vais pas te demander de nier cette réalité. Mais il y a aussi des choses que tu fais mieux maintenant. Une capacité à relativiser, une aptitude à ne plus perdre ton énergie dans des conflits inutiles. Une compréhension plus nuancée des êtres humains, une tolérance à l'ambiguïté que tu n'avais pas quand tu étais plus jeune. Et si tu arrêtais de regarder uniquement ce que tu as perdu pour commencer à voir aussi ce que tu as gagné. Je me souviens d'une phrase d'un vieux médecin que j'admirais beaucoup et qui me disait « Christophe, la vieillesse n'est pas une maladie, c'est une transformation ». Et cette phrase m'a accompagné longtemps. Parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. Une transformation n'est pas une diminution, c'est un changement de forme, un changement de nature, un changement de perspective. Alors la première invitation que je te fais, c'est celle-ci. Arrête de te comparer à ce que tu étais. Commence à te connaître tel que tu es. Et fais-le avec la même curiosité bienveillante que tu aurais pour quelqu'un que tu aimes profondément. Prenons un moment de respiration ici, parce que ce que je viens de dire mérite d'être accueilli, pas juste entendu. Accueilli, laissez un trait. Et si tu veux prendre une pause, fermer les yeux quelques secondes et simplement te demander « Est-ce que moi je fais ça? Est-ce que je me compare souvent à ce que j'étais? Et si oui, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Prendre ce moment, je t'attends. Si ce contenu te touche et te parle, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de me dire que ce travail a du sens et ça m'encourage à continuer à créer des contenus qui peuvent vraiment t'aider. Passons maintenant à la deuxième chose. Et celle-ci, je dois te le dire, est peut-être la plus répandue et aussi la plus douloureuse. C'est la tendance à s'isoler, à se retirer progressivement du monde, des relations, des activités sociales, et à appeler ça du repos ou de la sagesse ou même de la tranquillité méritée. Je ne dis pas que le besoin de solitude est mauvais, bien au contraire. La solitude choisie, la solitude habitée, celle qu'on prend pour se retrouver soi-même, pour réfléchir, pour créer, pour méditer, cette solitude-là est précieuse, elle est même nécessaire. J'en parle souvent dans mes livres et dans mes conférences. Nous avons tous besoin de moments seuls pour nous reconnecter à nous-mêmes. Mais ce dont je veux te parler ici, c'est d'une autre forme de solitude. Celle qui s'installe insidieusement, pas par choix véritable, mais par peur, par fatigue, par sentiment de ne plus avoir grand-chose à apporter, par crainte d'être un fardeau. Ou tout simplement par habitude parce que les liens se sont effilochés un par un et qu'on n'a pas pris le temps de les rétisser. Je pense à une femme, appelons-la Marguerite, 69 ans, veuve depuis 2 ans. Elle me disait « Depuis que mon mari est parti, je ne sors presque plus. Les amis ont essayé de me voir, mais j'ai toujours une excuse. Et maintenant, ils appellent moins. Et moi, j'appelle encore moins. » Et quand je lui ai demandé pourquoi elle s'isolait ainsi, elle m'a dit quelque chose de très révélateur, parce que quand je suis avec les autres, je dois faire semblant d'aller bien. Et je n'ai plus la force de faire semblant. Cette phrase dit tellement de choses. Elle dit la fatigue, elle dit le deuil. Elle dit aussi une croyance très répandue et très douloureuse qui est celle-ci. Pour être avec les autres, je dois aller bien, je dois sourire, je dois être agréable, je dois donner. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est peut-être l'un des mensonges les plus cruels que nous nous racontons à nous-mêmes. Les vraies relations, les relations nourrissantes ne demandent pas que tu ailles bien, elles demandent que tu sois vrai. Et il y a une différence immense entre ces deux choses. Les neurosciences nous ont appris quelque chose de fondamental ces dernières années. L'isolement social est l'un des facteurs les plus puissants de déclin cognitif et de dépression chez les personnes âgées. Pas le seul bien sûr, mais l'un des plus importants. Et à l'inverse, les personnes qui maintiennent des liens sociaux actifs, même simples, même imparfaits, vieillissent mieux. Pas seulement psychologiquement, physiquement aussi. Parce que les relations humaines sont un nutriment, comme la nourriture, comme l'eau, comme l'air, on ne peut pas vivre bien sans elles. Et quand on commence à se priver de ce nutriment, le corps et l'esprit le ressentent. Alors je veux te poser une question directe avec toute la douceur possible. Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que tu déclines des invitations plus souvent qu'avant? Est-ce que tu passes de plus en plus de journées sans parler à quelqu'un de vraiment proche? Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment un choix? Ou est-ce que c'est une dérive que tu n'as pas vraiment choisie? Il n'y a pas de rougement dans ces questions, vraiment, parce que je comprends profondément pourquoi cela arrive. La vie après 65 ans est souvent marquée par des pertes
des proches qui partent, des amis qui disparaissent, des rôles sociaux qui s'effacent avec la retraite. Et face à toutes ces pertes, il est naturel de se replier. C'est une réaction de protection. Mais la protection, à un moment donné, peut devenir une prison. Et c'est là que je t'invite à faire la différence. La chose que je te propose d'arrêter, ce n'est pas la solitude en elle-même, c'est l'isolement passif. C'est cette dérive silencieuse qui te coupe des autres sans que tu l'aies vraiment décidé. Et ce que je t'invite à faire à la place, c'est de faire un geste, un seul, appeler quelqu'un aujourd'hui. Accepter la prochaine invitation, même si tu n'en as pas envie. Rejoindre un groupe, une association, une activité, même petite. Parce que parfois, un seul geste suffit à briser le cercle de l'isolement. Et je veux te dire quelque chose d'important, tu n'as pas besoin d'aller bien pour te connecter aux autres, tu as juste besoin d'être là, présent, vrai, et ça tu peux le faire même dans les moments difficiles. Voilà pour la deuxième chose, et je sens que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Et c'est bien, parce que se reconnaître, c'est déjà une forme de conscience. Et la conscience, c'est le premier pas vers le changement. Avançons maintenant vers la troisième chose. Et celle-ci touche à quelque chose de très profond dans notre psychologie humaine. C'est la tendance à refuser de demander de l'aide, à vouloir tout faire seul, à considérer que demander de l'aide, c'est une faiblesse, une perte de dignité ou un fardeau pour les autres. Je rencontre cette résistance très souvent dans mon travail et elle est particulièrement forte chez les personnes qui ont passé leur vie à être celles sur qui les autres s'appuyaient, les pères et mères de famille, les chefs d'entreprise, les professionnels qui ont toujours été la référence, le pilier, la ressource. Pour ces personnes, demander de l'aide, c'est presque une trahison de leur identité. Je me souviens d'un homme, appelons-le Henri, 72 ans, ancien médecin, quelqu'un qui avait passé 40 ans à soigner les autres. Quand il a commencé à avoir des difficultés, à se déplacer suite à des problèmes de santé, il refusait catégoriquement que sa fille l'accompagne chez le médecin. Il me disait « je suis médecin, je sais ce que j'ai ». Je peux gérer. Et derrière cette affirmation, je sentais quelque chose de beaucoup plus fragile. Je sentais la peur de devenir dépendant, la peur de perdre le contrôle. La peur de ne plus être celui qu'il avait toujours été. Et je lui ai dit quelque chose qui l'a un peu surpris. Je lui ai dit, Henri, pendant 40 ans, vous avez permis à des milliers de patients de vous demander de l'aide. Est-ce que vous pensez que ça allait diminuer? Il a réfléchi. Et il a dit, non, bien sûr que non. Et j'ai répondu, alors pourquoi ce qui était une force chez eux serait une faiblesse chez vous? Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence sociale. C'est une capacité à reconnaître ses limites avec lucidité. C'est aussi un cadeau que l'on fait aux autres, parce que les gens qui nous aiment ont besoin de sentir qu'ils peuvent nous être utiles. Quand tu refuses systématiquement l'aide de tes proches, tu les prives de quelque chose d'important, tu les prives de la joie de prendre soin de toi, et je veux aller encore plus loin. Parce que derrière le refus de demander de l'aide, il y a souvent quelque chose que je trouve très révélateur. Il y a une croyance profonde qui dit « si j'ai besoin d'aide, c'est que je suis un fardeau ». Et cette croyance est l'une des plus destructrices qui soit, parce qu'elle transforme chaque moment de vulnérabilité en source de honte. Or, la vulnérabilité n'est pas une honte. La vulnérabilité est une condition humaine. Nous sommes tous vulnérables, à tous les âges, et reconnaître sa vulnérabilité, c'est en réalité une forme de courage, pas de faiblesse, de courage. Brené Brown, la chercheuse américaine qui a consacré sa carrière à étudier la vulnérabilité et la honte, dit quelque chose de magnifique. La vulnérabilité est le berceau de la connexion humaine. Autrement dit, c'est précisément dans nos moments de fragilité que nous nous connectons vraiment aux autres, pas dans nos moments de perfection. Alors, la troisième invitation que je te fais, c'est celle-ci. Arrête de refuser l'aide. Commence à la demander, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Et parce que l'interdépendance, cette capacité à donner et à recevoir, est l'une des plus belles expressions de notre humanité. Faisons une petite pause ici, parce que nous avons parcouru déjà beaucoup de chemin ensemble. Et je veux que tu prennes un moment pour respirer, pour sentir ce que ces mots font en toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne particulièrement? Est-ce qu'il y a une de ces trois choses que tu reconnais dans ta propre vie? Si oui, note-le mentalement. Garde-le précieusement, parce que c'est de là que viendra ton prochain pas. Et si ce contenu t'apporte quelque chose, si tu sens qu'il t'aide à mieux te comprendre ou à mieux comprendre quelqu'un que tu aimes, je t'encourage à laisser un commentaire, à partager cet audio avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Ces petits gestes font une grande différence et ils m'aident à continuer ce travail avec toi. Continuons. Nous arrivons à la quatrième chose et celle-ci, je dois te l'avouer, me tient particulièrement à cœur.
Parce qu'elle concerne quelque chose que j'observe avec une tristesse profonde, c'est la tendance à arrêter d'apprendre, à considérer qu'à partir d'un certain âge, on a fait le tour des choses, qu'on a assez appris. On est trop vieux pour découvrir quelque chose de nouveau. Cette croyance est non seulement fausse, elle est aussi dangereuse. Parce qu'elle coupe l'être humain de l'une de ses sources les plus profondes de vitalité et de sens. Je veux te parler d'une notion que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se modifier, à créer de nouvelles connexions neuronales, à s'adapter. Et pendant longtemps, on a cru que cette capacité diminuait drastiquement avec l'âge. Qu'après un certain point, le cerveau était figé, que les dés étaient jetés, mais les recherches des 30 dernières années ont montré quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau humain conserve une capacité de plasticité tout au long de la vie. Pas identique à celle d'un enfant, bien sûr, mais réelle, significative et surtout activable. C'est-à-dire que si tu continues à apprendre, à explorer, à te confronter à des choses nouvelles, ton cerveau continue de créer de nouvelles connexions, il continue de se renouveler. Et à l'inverse, si tu t'arrêtes d'apprendre, si tu restes dans le confort de ce que tu sais déjà, si tu évites tout ce qui est nouveau ou inconnu, le cerveau commence à se replier sur lui-même. Les connexions non utilisées s'affaiblissent et c'est là que le déclin cognitif commence vraiment à s'installer. Mais je ne veux pas te parler uniquement de neurosciences. Je veux te parler de quelque chose de plus immédiat, de plus vivant. J'ai rencontré des personnes de 80 ans qui avaient commencé à apprendre une nouvelle langue à 70. Des personnes de 70 ans qui avaient découvert la peinture à 65. Des personnes de 68 ans qui avaient repris des études, pas pour un diplôme, mais pour le simple plaisir d'apprendre. Et ces personnes avaient quelque chose en commun, une lumière dans les yeux, une curiosité vivante, une façon de parler de leur vie qui respirait l'enthousiasme. L'apprentissage n'est pas seulement bon pour le cerveau. Il est bon pour l'âme, il nourrit ce sentiment d'être vivant, d'avancer, de ne pas être figé. Il dit à quelque chose de profond et nous, tu es encore en mouvement. Tu es encore en croissance. Et la croissance, à n'importe quel âge, est l'une des expériences les plus fondamentalement humaines qui soient. Alors, qu'est-ce que tu as toujours voulu apprendre et que tu n'as jamais eu le temps de faire ? Qu'est-ce qui t'a toujours intrigué, fasciné, attiré, sans que tu aies jamais vraiment plongé dedans ? La musique, une langue étrangère, l'astronomie, la cuisine d'une autre culture, l'histoire de l'art, la photographie ? La méditation, le jardinage avec une vraie curiosité botanique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que ta curiosité à toi et je t'invite à lui faire confiance. Parce que la curiosité est l'une des formes les plus pures de la vitalité humaine. Et tant qu'elle est là, tu es vivant dans le sens le plus profond du terme. La quatrième chose que je t'invite à arrêter, c'est de croire que tu es trop vieux pour apprendre, parce que tu ne l'es pas. Et la preuve, c'est que tu es là en ce moment en train d'écouter, d'absorber, de réfléchir. C'est déjà de l'apprentissage et c'est déjà magnifique. Passons à la cinquième chose. Et celle-ci, je la place très haut dans ma liste des priorités parce qu'elle concerne quelque chose qui touche directement à la qualité de notre expérience intérieure au quotidien. C'est la tendance à ruminer, à ressasser le passé, à rejouer mentalement des scènes anciennes, des erreurs commises, des occasions manquées, des blessures reçues ou infligées. La rumination est l'un des mécanismes psychologiques les plus étudiés par la recherche en psychologie clinique. Et ce que les études montrent de manière très claire, c'est que ruminer n'aide pas, ça ne résout rien. Ça ne répare rien, ça ne change rien au passé, mais ça a un coût énorme sur le présent. Ça consomme de l'énergie mentale, ça entretient la tristesse et l'anxiété. Et ça nous empêche d'être disponibles pour ce qui se passe maintenant dans notre vie réelle avec les gens que nous aimons. Je pense à une femme, appelons-la Suzanne, 66 ans, qui venait me voir régulièrement. Et à chaque séance, elle me parlait d'une dispute qu'elle avait eue avec sa sœur 25 ans auparavant. 25 ans. La sœur était décédée depuis 10 ans. Et Suzanne continuait de rejouer cette dispute dans sa tête, de chercher ce qu'elle aurait pu dire différemment, de s'accuser, de s'innocenter, de recommencer. Et je lui ai demandé un jour, Suzanne, est-ce que vous pensez que votre sœur, là où elle est, voudrait que vous continuiez à souffrir à cause de ça ? Elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit non. Elle était quelqu'un de bon. Elle aurait voulu que je sois heureuse. La rumination est souvent une forme de fidélité mal orientée. On croit qu'en continuant à penser à quelque chose, on lui rend hommage.
On croit que si on arrête de ruminer, c'est comme si on oubliait, comme si on trahissait, mais ce n'est pas vrai. Lâcher prise sur une pensée douloureuse, ce n'est pas l'effacer. C'est simplement choisir de ne plus la laisser gouverner notre présent. Et je veux parler aussi d'une autre forme de rumination qui peut être encore plus répandue après 65 ans. C'est la rumination sur les regrets. Si j'avais fait différemment, si j'avais dit oui à cette opportunité, si j'avais passé plus de temps avec mes enfants quand ils étaient petits, si j'avais été un meilleur conjoint, une meilleure mère, un meilleur père, ces pensées sont universelles. Nous les avons tous et elles ne sont pas en soi pathologiques. Le problème, c'est quand elles deviennent une obsession. Quand elles occupent une place si grande dans notre vie mentale qu'elles nous empêchent de voir et de vivre ce qui est là, maintenant. Devant nous, il y a une distinction que j'aime beaucoup faire et que je trouve très utile. C'est la distinction entre la réflexion et la rumination. La réflexion, c'est quand je pense à quelque chose du passé avec l'intention d'en tirer une leçon, de comprendre, de grandir. Elle est orientée vers le futur, elle est constructive. La rumination, c'est quand je tourne un rond autour du même souvenir, sans avancer, sans résoudre, juste en souffrant. Elle est circulaire, elle est épuisante. La question à se poser, c'est est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me maintient prisonnier? Et si la réponse est qu'elle te maintient prisonnier, alors c'est là que le travail commence. Pas pour effacer le passé, pas pour faire semblant qu'il n'a pas existé, mais pour apprendre à le porter différemment, avec moins de poids, avec plus de paix. La pleine conscience que je pratique et que j'enseigne depuis de nombreuses années est l'un des outils les plus puissants que je connaisse pour travailler avec la rumination. Pas pour supprimer les pensées, parce que ça c'est impossible, mais pour apprendre à les observer sans s'y perdre, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel, sans s'y accrocher, sans leur donner le pouvoir de définir notre état intérieur. Et si tu n'as jamais essayé la méditation de pleine conscience, je t'encourage vraiment à explorer ça. Pas nécessairement dans un cadre formel, pas nécessairement pendant 1 heure chaque matin. Juste quelques minutes par jour, juste cette habitude de t'asseoir, de respirer et d'observer ce qui se passe en toi sans te laisser emporter. La 5e invitation, donc, c'est d'arrêter de ruminer. Ou plutôt d'apprendre à reconnaître quand tu rumines et de te donner les moyens de sortir de ce cercle parce que le présent mérite ton attention. Et il y a à ce moment même des choses belles et précieuses qui t'attendent. Si tu acceptes de lever les yeux du passé pour les voir, nous approchons de la 6e et dernière chose. Mais avant d'y arriver, je veux marquer une pause parce que nous avons parcouru ensemble un chemin significatif. Nous avons parlé de la comparaison avec le passé, de l'isolement, du refus de demander de l'aide, de l'arrêt de l'apprentissage et de la rumination. 5 habitudes, 5 réflexes, 5 façons d'être qui peuvent, si on les laisse s'installer, réduire considérablement la qualité de notre vie après 65 ans. Et je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Ces choses que je décris, elles ne sont pas des défauts, elles ne sont pas des preuves que tu as mal vécu ou mal vieilli. Ce sont des réponses humaines, normales, compréhensibles à des situations difficiles. Mais elles peuvent devenir des obstacles. Et les reconnaître, c'est déjà une forme de liberté. Si tu es encore avec moi à ce stade, je t'en remercie sincèrement. Et si ce contenu t'apporte quelque chose de valeur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager cet épisode avec quelqu'un de ta vie qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces conversations ont plus d'impact quand elles se propagent, quand elles touchent d'autres personnes, quand elles créent des cercles de réflexion et de bienveillance. Arrivons maintenant à la 6e chose. Et celle-ci, je vais te dire, est peut-être la plus subtile, la plus difficile à voir, et aussi peut-être la plus importante. C'est la tendance à négliger le sens. À vivre les journées sans se demander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a écrit l'un des livres les plus importants du XXe siècle, Man's Search for Meaning, disait quelque chose que je cite souvent et qui ne cesse de me toucher. L'être humain peut supporter presque n'importe quel comment s'il a un pourquoi suffisamment fort. Le sens est un besoin fondamental, pas un luxe, pas une préoccupation de philosophe, un besoin comme manger, comme dormir, comme être aimé. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, quelque chose en nous se dessèche. Quelque chose perd de sa vitalité. Or, après 65 ans, beaucoup de personnes se retrouvent dans une situation où les sources de sens qui structuraient leur vie disparaissent brusquement. Le travail qui donnait un cadre, une identité, un sentiment d'utilité, les enfants élevés qui donnaient une direction et une responsabilité, les projets à long terme qui donnaient une vision. Et quand tout ça s'efface, il peut se créer un vide que certains appellent la pression du retraité, mais que je préfère appeler une crise de sens. Ce n'est pas une maladie, c'est une invitation.
Une invitation à se poser des questions fondamentales et que la vie active ne nous laissait pas toujours le temps de poser. Des questions comme « Qu'est-ce qui me rend vivant ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? À quoi est-ce que je veux contribuer, même modestement ? Qu'est-ce qui, quand je le fais, me donne le sentiment d'être pleinement moi-même ?» Je pense à un homme, appelons-le Robert, 67 ans, ancien comptable, qui était venu me voir 6 mois après sa retraite. Il était dans un état de vide profond. Il me disait « Je ne sais plus pourquoi je me lève le matin ». Et quand je lui ai demandé ce qui lui avait donné envie de se lever le matin, dans les meilleures périodes de sa vie, il a réfléchi longuement. Et il m'a dit, quand j'ai aidé quelqu'un à résoudre un problème, quand je voyais que mon travail avait un impact concret sur la vie de quelqu'un. Et à partir de là, nous avons commencé à explorer comment il pouvait retrouver cette expérience dans sa vie actuelle. Pas dans un bureau, pas dans un cadre professionnel, mais peut-être dans le bénévolat. Peut-être en aidant de jeunes entrepreneurs dans son entourage. Peut-être en transmettant ses compétences à des associations locales. Quelques mois plus tard, Robert m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Il m'a dit « Je me lève à nouveau le matin avec envie, pas parce que ma vie est parfaite, mais parce qu'elle a à nouveau du sens. » Et c'est exactement ça. Le sens ne demande pas que la vie soit parfaite. Il demande juste qu'elle soit orientée vers quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous dépasse un peu, quelque chose qui nous connecte aux autres, à la beauté du monde, à ce que nous avons de meilleur en nous. Alors je veux te poser cette question avec toute la douceur et toute la sincérité dont je suis capable. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie aujourd'hui ? Et si tu ne sais pas encore, est-ce que tu es prêt à chercher ? Parce que chercher, c'est déjà une forme de réponse. C'est déjà une façon de dire « je crois que ma vie mérite d'avoir du sens ». Et elle le mérite profondément. La 6e invitation donc, c'est d'arrêter de négliger la question du sens, de la prendre au sérieux, de lui faire de la place dans tes journées. Pas de manière dramatique, pas de manière existentielle et angoissée. Mais avec cette curiosité tranquille qui dit « qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Et comment est-ce que je peux organiser ma vie autour de ça ?» Voilà, nous avons parcouru les 6 choses ensemble. Et maintenant, je voudrais prendre le temps de les accueillir toutes, de les regarder ensemble, avant de te dire au revoir pour aujourd'hui. La première, c'était la comparaison constante avec le passé, cette habitude de se mesurer à ce qu'on était, au lieu de se découvrir tel qu'on est aujourd'hui, avec toute la richesse et la profondeur que les années ont apporté. La deuxième, c'était l'isolement progressif. Cette dérive silencieuse qui nous coupe des autres, non par choix véritable, mais par peur ou par habitude. Et l'invitation à faire un geste, même petit, pour maintenir ou recréer des liens. La troisième, c'était le refus de demander de l'aide. Cette croyance que la vulnérabilité est une faiblesse alors qu'elle est en réalité une condition humaine et une source de connexion authentique. La quatrième, c'était l'arrêt de l'apprentissage. Cette idée fausse qu'à partir d'un certain âge, on a fait le tour des choses. Et l'invitation à retrouver la curiosité comme source de vitalité et de renouveau. La cinquième, c'était la rumination, ce cercle épuisant qui nous maintient prisonniers du passé et l'invitation à apprendre à observer nos pensées sans s'y perdre pour être plus disponible au présent. Et la sixième, c'était la négligence du sens, cet oubli de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait et l'invitation à chercher avec douceur et patience ce qui nous tient vraiment à cœur. 6 choses, 6 invitations. 6 façons de vivre cette période de la vie avec plus de liberté, plus de joie, plus de profondeur. Et je veux te dire quelque chose d'important avant de conclure. Ces 6 choses ne sont pas des défauts. Elles ne sont pas des preuves que tu as raté quelque chose. Elles sont des révélateurs, elles révèlent tes peurs, tes besoins, tes croyances profondes. Et les regarder en face, avec bienveillance et sans jugement, c'est l'un des actes les plus courageux que tu puisses poser. Parce que grandir, se transformer, s'ouvrir à de nouvelles façons d'être, ce n'est pas réservé à la jeunesse, c'est possible à tous les âges. Et même, j'ose le dire, parfois plus profondément possible après 65 ans, parce qu'à cet âge, on a souvent moins à prouver, on a moins peur du regard des autres, on a plus de recul sur soi-même. Et si on le choisit, on peut vivre avec une authenticité et une liberté que la jeunesse ne permet pas toujours. Je pense à des hommes et des femmes que j'ai rencontrés au fil de ma carrière qui ont vécu les plus belles transformations de leur vie après 65 ans. Des personnes qui ont découvert une passion, qui ont réparé des relations abîmées, qui ont trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Ces personnes existent et tu peux être l'une d'elles. La vie après 65 ans n'est pas un déclin, c'est une invitation. Une invitation à vivre différemment, peut-être plus lentement, peut-être avec plus de douceur, mais aussi avec plus de présence, plus de gratitude, plus de sagesse. Et je veux finir avec cette image qui me vient souvent quand je pense à cette période de la vie. Tu sais, dans les vieilles forêts, il y a des arbres qui ont des centaines d'années.
Et ces arbres ne sont pas les plus fragiles de la forêt, ils sont souvent les plus solides, leurs racines sont les plus profondes, leur ombre est la plus généreuse et ils abritent une biodiversité extraordinaire. Ils sont devenus, avec le temps, des refuges pour d'autres formes de vie. Et je crois que c'est une belle métaphore pour ce que nous pouvons devenir si nous le choisissons après 65 ans. Des arbres anciens. Enracinés, solides, généreux, capables d'abriter, de protéger, de nourrir ce qui vient après nous. Mais pour ça, il faut continuer à vivre, vraiment vivre, pas seulement exister. Et c'est ce à quoi je t'invite aujourd'hui, avec toute la sincérité et toute l'affection dont je suis capable. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle occasion de choisir qui tu veux être, pas qui tu étais, qui tu veux être maintenant, aujourd'hui, avec toute la richesse de ce que tu es devenu. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Vraiment, ces moments que nous partageons ensemble comptent beaucoup pour moi. Et si ce contenu t'a été utile, si tu en ressors avec une pensée nouvelle, une question, une envie de changer quelque chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a touché et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces conversations ont plus d'impact quand elles voyagent, quand elles touchent d'autres cœurs, quand elles créent des cercles de bienveillance et de réflexion. On se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite des journées pleines de sens, de connexion et de cette paix tranquille qui vient quand on vit en accord avec ce qu'on est vraiment.